bienvenue dans ce nouvel épisode d'Enquête de sens. Aujourd'hui, on va partir à l'exploration d'un parcours très admirable d'un père qui a transformé l'injustice qu'il a vécue en combat et aussi en une force pour l'inclusion de nos enfants aujourd'hui. Pour élaborer ce sujet, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Antonini Karl Bassit. Bienvenue parmi nous. Merci, bonjour. Alors, Antonini, ma première question, ce serait, est-ce que tu peux te présenter comme tu veux, en quelques mots? Alors bonjour, je suis Anthony Karl Bassit, papa de 2 enfants, dont un qui rentre à l'université l'an prochain et Félicitations. merci et j'ai un bon parcours associatif, j'ai été président de l'APE du lycée Blaise Pascal et de l'école Jacques Prévert pendant 7 ans et je suis actuellement président de l'APE de MGIS. Et je suis secrétaire général, monde de la FAPE, la Fédération des parents d'élèves. OK, félicitations. Merci. J'imagine que vous n'êtes pas que dans le domaine associatif? Non du tout, je suis, professionnel de santé de formation, je suis pharmacien et directeur d'hôpital. OK, ça fait pas mal de choses à gérer. Oui. Alors, si tu devais résumer, ton parcours de père en une image ou en une phrase, ce serait quoi? Je veux prendre un tableau d'un artiste que j'aime beaucoup, Vassili Kandinsky, qui ça semble très déstructuré. C'est déstructuré et en même temps l'œuvre en elle-même est jolie. Voilà. OK, d'accord, sympa. Alors, par rapport à Lucas, parce que du coup, ton grand garçon, Oui. c'est aussi, on va dire un peu la base de plein de choses qui se sont passées par la suite et j'aimerais beaucoup qu'on se penche, un peu plus sur ton expérience par rapport à cette situation. Donc, à quel moment tu as compris que, le parcours scolaire de Lucas, il serait différent? C'est tôt en fait, je l'ai appris, enfin, on l'a commencé à voir des petits signes en première année de maternelle, des légères difficultés d'apprentissage. Ça a commencé comme ça. Et et après, on va dire au bout de 2 ans, après 2 ans où ça se passait plutôt bien, c'était juste de légères difficultés d'apprentissage, on est tombé un peu face à un mur, avec une enseignante qui était pas compréhensive, parce que Lucas demandait un peu plus d'attention. Ouais. Et ça a quelque peu débordé. Mmh, d'accord. Je pense qu'on y reviendra un peu plus, en détail pour, comprendre à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé. Et du coup, j'imagine qu'à ce moment-là, vous avez commencé à chercher des réponses? On a commencé à chercher des réponses, on a étudié toutes les pistes, on a, consulté, grand nombre de spécialistes, y compris, de la pédopsychiatrie, Mmh. hôpital américain. Et on n'a pas vraiment eu de réponse. On a eu des diagnostics, de dyspraxie, dysgraphie, OK, plus tardivement. d'accord, Mais sur le moment, pas d'éléments de réponse à proprement parler. OK. Et est-ce que pour toi, à ce moment-là, ces explications, elles te semblaient, suffisantes? Est-ce que ça répondait à ce que tu voyais? Si je les corrobore aux problématiques soulevées par l'école, oui. Mmh. La dyspraxie me semblait, totalement justifiée et je ne voyais rien d'autre. Je ne voyais rien d'autre qu'une dyspraxie, dysgraphie. Pour moi de base, c'était totalement justifié. OK. Et le jour où, je vais pas dire on t'a parlé parce que du coup, je sais bien que c'est moi qui t'en ai parlé, mais du coup, le jour où je t'ai parlé du trouble du spectre de l'autisme, comment tu t'es sentie? Étonnamment, je pense qu'au fond de moi, je devais m'y attendre un peu. OK. Donc pour moi, c'est une réponse. C'est une réponse même, je pense, qui est plus adaptée que les autres et qui explique effectivement beaucoup de choses, notamment par rapport à son parcours scolaire. Mmh. Il a, il a mis du temps à se trouver aussi lui, hein. Mmh mh. Et bon, je pense que maintenant, il est dans une filière qui est plus adaptée, en informatique et donc du coup, le problème de dysgraphie n'existe plus. Donc il est sur du clavier, donc Ouais. voilà. Mais est-ce que, du coup, quand tu as entendu ça,
Au niveau émotionnel, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé? D'agréable ou de désagréable, Bon, je dois avouer que c'était quelque peu ça je pense que c'est pour tous les parents, hein, c'est assez compliqué à entendre parce qu'on a dans l'imaginaire collectif, Mmh. le l'image de l'autisme, lourd. Ouais, Voilà, on quand on dit c'est un spectre, je sais que le spectre est très large, mais quand nous, on parle d'autisme, on parle vraiment on voit, on a en visuel une image assez disgracieuse, on va dire ça comme ça, assez presque péjoratif. péjorative, voire presque parodique de l'autisme. Ouais, Maintenant que je me suis intéressé un peu au sujet, je vois effectivement qu'il y a, tout un champ, du possible. du possible, voilà. Ouais et je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que le diagnostic du trouble du spectre de l'autisme, il est, perçu de manière très péjorative et quand on entend ça directement, on a l'image, je sais pas, avant de dire mon image à moi, quand tu entendais ça avant? C'était quoi pour toi l'image? En fait, l'image qu'on a, je pense qu'on l'a tous, hein, c'est celle du cinéma. Avec, les enfants autistes, lourds, qui ont du mal à communiquer, qui sont renfermés, qui ont des troubles du développement très sévères, Mmh. qui sont, asociales, c'est que mais qui ont des capacités intellectuelles, je sais pas Ouais, si tu vois ce genre de film, où ouais. il y a toujours on a un film très célèbre, notamment, alors je pense que c'est avec Bruce Willis, où il y a le petit arrive à décoder un mot de passe de la CIA, or qu'il ne sait rien faire d'autre. Ouais. Il a du mal même, ne serait-ce Mmh. qu'à aller se servir un verre d'eau. Ouais. Après, alors, j'ai pas la référence, en toute honnêteté. Mmh. Mais par contre, il y a aussi, un film qu'on connaît tous, c'est Sheldon dans The Big Bang, Theory. Theory. Oui et du coup, Sheldon, il a un autisme et pourtant, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que là, ce que tu as décrit, c'est ce qu'on appelait avant, l'Asperger. Donc, le cas où on va avoir des capacités sociales ou des manières, tout ce qui est codes sociaux et tout, de les appréhender de manière assez atypique. Mais par contre, on va avoir une capacité quelque part qui va être très, très développée. Alors effectivement, c'est pas, toutes les personnes qui vont avoir un trouble du spectre autistique qui vont être comme ça. Et on a aussi l'image, où, l'enfant va faire des crises, il aura tout le temps des stéréotypies, on a un mutisme. Donc en fait, dès que très souvent on entend autisme et on pense à ça et la personne elle est bizarre. Donc effectivement, la personne elle est différente au niveau de certains aspects, notamment, la communication, les sa sensibilité, tout ce qui va être au niveau sensoriel, les codes sociaux et ainsi de suite, mais à différents degrés. Donc c'est vrai que le diagnostic, quand on dit ça, l'intégration, elle est parfois difficile. Donc du coup, c'est un peu comme ça J'ai perçu. que tu l'as perçu. OK et aujourd'hui, quand tu regardes, Aujourd'hui, oui, alors effectivement, il y a une c'est dans le cas de mon fils, c'est assez, je dirais pas, je ne sais pas si on peut dire léger, hein, c'est pas le bon mot, mais c'est vrai que les compétences sociales sont à retravailler. mmh Hem, mais dans l'absolu, oui, il a des choses à retravailler, mais on est très loin de cette image. ouais, ouais, c'est vrai et bon, moi qui le connais, effectivement, on remarque certaines choses, mais après, c'est quelqu'un avec qui je prends, moi, personnellement, beaucoup de plaisir, à échanger, à rigoler et bah, voilà quoi, de façon très, très naturelle. Donc c'est vrai que moi je trouve que c'est important de marquer ce point, parce que ça peut aider des parents qui sont dans le déni aussi, de pouvoir accepter et voir la chose, de façon, différente. Alors tout à l'heure, j'ai dit un truc, on allait revenir un petit peu, à au côté scolaire. Donc quand tu l'as su, tu as dit, que ça s'était mal passé, avec, voilà, avec une enseignante. Tu avais trouvé des barrières. Avec une enseignante de, je pense, si je dis pas faux, je pense de grande section, Mmh, d'accord. si je dis pas de bêtises. Il y a, qui, je pense, avait d'autres problématiques, et qui n'était pas clairement pas formée à être enseignante, et qui d'ailleurs, je pense, n'exerce plus. Et qui a dit clairement qu'elle était pas outillée, et qui l'a qualifiée publiquement en attardé.
Oh. Donc ce qui a entraîné une réaction à mon époque, assez irritée. Mmh. Et donc j'avais fait mais ma profession m'impose, quand on écoute quelque chose, même si c'est les mots ne sont pas jolis, on Mmh. doit quand même s'il y a un problème, heu, on doit analyser la problématique et la traiter. Ouais. Donc c'est à ce moment-là que tous les tests ont été faits, les premiers, les tests, on va dire, vraiment de pédopsychiatrie, les tests comment ça s'appelle? Motricité? Motricité, OK. mais en grande section, donc c'est pas voilà. Et à ce moment-là, on nous a signalé qu'il y avait rien du tout, Mmh. ce que l'enseignante a contesté, OK. donc ce qui a entraîné toute une série de procédures jusqu'à ce que je change mon enfant d'école, assez vite d'ailleurs. Mmh. À partir du début de l'incident jusqu'à la fin, on a dû être 3 semaines, hein, avant mon changement d'école. Et justement par rapport à ce que tu as dit, je trouve que c'est quand même assez lourd. Bah, déjà le mot employé qui est un mot qui n'est absolument plus utilisé depuis, ouh énormément d'années et c'est une interprétation. Encore on n'est pas dans du factuel et j'imagine que déjà pour un parent, quand on t'appelle, de l'école déjà, souvent on a une petite appréhension, on a une inquiétude, qu'est-ce qui se passe? Et en plus de ça, utiliser des mots qui sont moi je l'appelle ça des mots qui sont violents, ça doit pas être facile pour le parent et je me pose des questions justement de comment ça se passait pour Lucas à l'école? Alors, pour être tout à fait complet, je n'ai pas été appelé par l'école. Cela m'a été rapporté. D'accord. C'est moi qui ai demandé audience à l'enseignante Ouais. pour qu'elle m'explique ce que j'avais entendu, et elle avait allé à ce moment-là, quand elle m'a répondu, elle a allégé son propos, mais après, quand je l'ai confronté, document à l'appui, là, du coup, je l'ai vu s'emporter. Mais sinon, la procédure, puisque bon, j'ai un engagement associatif qui m'a donc maintenant je connais un peu l'éducation nationale, Mmh. la procédure n'a pas de signalement n'a pas été respectée. Comment OK. ça se passait pour Lucas à l'école? Les objectifs, Ouais. même jusqu'à l'année dernière, puisque là, il va rentrer en cycle universitaire, et ont toujours été atteints. C'est-à-dire, ce qu'on lui demandait, il arrivait à le faire. C'est-à-dire, c'était moyen, hein, mais le socle était acquis. Mmh. Il a d'ailleurs son brevet, des collèges, donc le socle du collège était passé avec mention. Mmh. D'accord, mais à ce moment-là, quand il était du coup avec cette enseignante qui avait cette réaction-là, est-ce que ça se passait bien avec enfin, comment ça se passait la relation déjà lui avec cette enseignante? Ça se passait pas très bien du tout. Voilà. OK. Donc ce qui a entraîné, un changement, du coup, le changement d'école très rapidement parce que je ne voulais pas qu'il ait en grippe l'école, donc changer de cadre assez rapidement, OK. pouvoir, lui donner un cadre plus adapté, Mmh. une vraie école inclusive, et c'est pour ça que j'ai migré vers Jacques Prévert. Est-ce que tu t'es senti à un moment, soutenue ou isolée par, ton entourage? Par mon en oui, assez honnêtement, on est assez isolé dans ce genre de contexte, Mmh mh. parce que personne, surtout oui, bon, c'est une histoire qui aujourd'hui a plus de 10 ans. Mmh. Et à l'époque, aujourd'hui, je pense qu'on est un peu plus accompagnés. On a constitué des groupes de parents qui échangent là-dessus. Mais à mon époque, tout cela n'existait pas. Mmh. Donc on est très vite seul, personne ne comprend et surtout, on n'a pas de diagnostic. On n'a pas de vrai diagnostic. On a des idées, des approximations, mais on ne sait pas quel est le problème et surtout, on ne sait pas comment améliorer la situation. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident, mais alors à ce moment-là, qu'est-ce que tu aurais, aimé qu'on te dise ou qu'on fasse différemment? Par exemple, par rapport à l'école, qu'est-ce que tu aurais aimé? En fait, il existe tout un guide de procédure, hein, l'éducation nationale, bon, là, il faut savoir que c'est dans le réseau AFE, donc l'éducation nationale française, est quand même très bien outillée. Mmh. Et pour au moins le signalement, la communication, parents, corps enseignant, parents, direction, il y a tout ce qu'il faut. On est parfaitement outillé. J'aurais aimé que ces outils soient utilisés. Mais Au-delà de l'éducation nationale, parce que bon, il y a d'autres enfants qui sont pas forcément dans des écoles françaises, mais non, mais toi, en tant que parent. non, j'aurais aimé que l'enseignant nous fasse un petit mot, Mmh. nous fasse appel,
nous explique, ses préoccupations et nous oriente, nous conseille. Ouais. Quitte à faire une réunion, ce qui se fait d'ailleurs dans les écoles, c'est pas seulement françaises, dans le monde entier, hein. Mmh. Et on met un petit comité avec Oui. l'infirmière scolaire, si nécessaire, le médecin de l'école, Mmh. la direction et un petit pan de l'équipe pédagogique et s'il le faut, le référent EBEP pour enfants à besoins éducatifs particuliers. Mmh. Voilà. Mais est-ce que tu penses du coup que l'école est suffisamment, formée ou outillée à accueillir des enfants alors différents, tous les enfants sont différents, mais des enfants qui ont des besoins éducatifs particuliers, un peu comme Lucas? Moi, je pense que les outils sont mis à disposition. Enfin, je sais que les outils sont mis à disposition. Maintenant, il faut se les accaparer et la clé de voûte de tout ça, c'est le recrutement du corps enseignant. Heu, il y a quelques années, beaucoup d'écoles faisaient Mmh. appel à des gens qui n'avaient d'enseignants que des brives, en fait, qui n'étaient Mmh. pas des enseignants. Aujourd'hui, je pense qu'on est sorti un peu de ce carcan et qu'on a, je pense, dans l'ensemble en tout cas en Côte d'Ivoire, que dans quasiment toutes les écoles, les enseignants sont réellement des enseignants. Mmh. Donc déjà, c'est un problème qui, pour moi, est quasiment réglé aujourd'hui. OK, d'accord. Alors après moi, bah, du coup, dans mon travail à moi, c'est vrai que je vais parler aussi d'un aspect, professionnel, d'un vécu. Hem, les enseignants, très souvent, il y a une bonne enfin, il y a pas de mauvaises intentions qui sont présentes, mais des fois, ils se sont confrontés à, des choses qui les dépassent et je me dis dans une conscience professionnelle, en tout cas moi dans mon cas, j'ai une certaine pression que j'ai pour bien accompagner les personnes, enfin, pour les accompagner au mieux et je peux parfois me retrouver dans des situations où, je sens que je maîtrise pas le sujet, mais mon réflexe à moi, ça va être de me perfectionner, de faire des recherches et puis, voilà, de Mmh. voir et au pire, rediriger ou signaler que ce n'est pas de mon enfin, ce n'est plus de mes compétences. Mais le problème n'étant pas de la personne en face de moi, mais de enfin, c'est même pas un problème. Le fait que je réfère ne vient pas du cas de la personne ou de voilà, de l'individu en face, mais plus de mon champ d'expertise à moi. Et au-delà de ça, moi, le deuxième point que j'ai remarqué, c'est ce côté d'enseignants qui vont être très, réfractaires par rapport à la différence, dans le sens où on entend souvent que ce sont, des gâteries, qu'avant il y avait pas ça, que tout le monde aujourd'hui il a quelque chose et tout et je pense que des enseignants se disent: «Bah non, on va tout le monde, bah, pareil» et qui n'ont pas envie d'utiliser les outils à disponible. Troisième point, quand même, déjà, je trouve que l'enseignement, c'est un métier très noble, qui n'est pas forcément facile et c'est transmettre un savoir, c'est du leadership pour moi, le vrai métier d'enseignant et souvent, il y a des parents qui se retrouvent vraiment à exposer leur souffrance, en fait, à travers un déni face aux enseignants. Donc même ceux qui vont utiliser des mots appropriés Mmh. vont se retrouver vers un parent qui va faire un scandale et refuser d'entendre ça. Donc je pense qu'on a aussi un peu tout ça, que chacun a ses responsabilités dans l'inclusion. Totalement. Alors les parents aussi, bon alors, au fond, ça dépend alors c'est sur la cartographie, ça dépend vraiment des établissements, hein. Mmh mh. Bon, les généralement, en tout cas, je parle des enseignants que j'ai eu à fréquenter, ils savaient, clairement exposer les faits Mmh. et on a eu quelques cas, de parents qui étaient dans le déni, mais généralement, les enseignants savent exposer Ouais. et je tiens à féliciter toute mon équipe pédagogique, enfin, c'est pas la mienne, hein, mais c'est celle que j'ai côtoyée, Mmh. pour les efforts qu'ils ont faits, notamment pour l'inclusivité dans les 2 établissements, pas le premier, hein, les 2 suivants où j'ai été et j'ai eu très peu de cas de confrontation parents, enseignants. OK. D'accord et mais c'est Sur enfin, ces 2 écoles, je précise bien. OK. Par contre, mon rôle aujourd'hui associatif, il est sur tout le bassin d'Abidjan. Mmh mh. Il y a effectivement toujours des écoles où il y a des confrontations. Mmh. Voilà, c'est Après moi ce que je pense, c'est que le conflit n'est pas un problème. Le les confrontations ne sont pas des problèmes, dépendamment de comment on les gère. Parce que quand on a une confrontation, c'est-à-dire quelque chose qui va pas et on vient, on partage et tout. Mais après, c'est comment on va l'interpréter, l'ego qui va se mettre en place. Enfin, il y a plein de mécanismes de défense
qui n'ont pas lieu d'être, aussi les propos qui sont utilisés. Donc vraiment, c'est de la communication. Voilà, Ouais. déjà, c'est la première base, je pense que c'est la communication et beaucoup de gens négligent cet aspect-là et qui peut faire une grande différence. Je ne sais pas ce que tu penses, Ah, de mais pour moi, je suis 100% d'accord. Déjà, il faut déjà un peu de pragmatisme. Il faut limiter le plus possible le verbal. mmh. Bien évidemment, il y aura des réunions. Si possible, faire des PV après les réunions et le faire signer par tout le monde, le PV. Hein, que Mmh. tout le monde a bien écouté, tout le monde a bien entendu ce qui a été dit. Ouais. Éviter de passer par des chemins, par des mauvaises voies de communication. Faut pas que le parent soit informé par un tiers par un autre parent qui a un souci. Mmh. Ouais. C'est généralement, voilà, aujourd'hui, encore une fois, ils ont les outils de communication, tout le monde, hein, le parent comme l'enseignant, a l'outil de communication nécessaire pour laisser au moins une trace écrite, pour montrer que voilà ce qui a été fait. Ouais. Un mail, hein, c'est tout simple, hein. Un mail ou un message sur Pronote, Educa ou peu importe, hein. Ouais. Et qui va permettre de de prouver que tout a été dit. Et déjà, le parent est rassuré puisqu'il y a un écrit. Mmh. OK. D'accord. Bon, du coup, on a pris un petit cours là de de procédure, mais on aimerait bien un petit peu, enfin, par rapport à Lucas, toute cette expérience et tout ça, ça me semble en fait, que ça a été quand même un catalyseur pour, ton investissement aujourd'hui dans le domaine associatif. Donc, est-ce que enfin, à quel moment tu as senti que tu devais, t'impliquer un peu plus au sens enfin, au sens un peu plus large? Je dirais à partir du moment de cette confrontation avec cette enseignante, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. N'allait pas que pour moi, hein, parce que je suis très impliqué, mais c'est vrai que dans cet établissement-là, bien précisément, il y avait beaucoup de barrières. Effectivement, on était très peu de parents à venir chercher, enfin, très peu. Mmh mh. 10-20% allaient chercher nos enfants. Et beaucoup de nounous venaient chercher leurs enfants, donc il n'y avait pas ce dialogue avec l'enseignant. Donc j'ai senti qu'à partir de ce moment-là, il fallait s'engager, je pouvais m'engager, qu'il y avait donc dans la nouvelle école où j'étais, je me suis plus engagé. J'étais déjà un peu engagé de l'autre côté, hein, je participais à tout, mais là, je me suis vraiment engagé, et notamment au conseil d'école, et j'ai vu que les choses pouvaient prendre, j'ai vu qu'on pouvait améliorer les choses, en tout cas améliorer le cadre de vie, améliorer aussi tout, hein, l'espace communication pour les enseignants, pour les parents, pour tout le monde. Et donc, je me suis engagé à fond dedans. Et voilà, et pour finir, oui, j'ai été jusqu'à devenir président. Mais, mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que on arrive à faire changer les choses, on arrive à faire évoluer les choses avec de l'engagement parental. Et encore une fois, on a tous eu tous les différents bureaux des APE que j'ai côtoyés, que ce soit ici ou ailleurs, hein. On a tous, à un moment donné, cette petite piqûre qu'on a eu. Alors, c'est pas toujours avec un enseignant, c'est plutôt avec un diagnostic, ça peut être, bon, à un moment donné, on a tous eu une petite blessure qui a germé, qu'on a transformé en engagement associatif et qui, in fine, est positif pour l'ensemble de la communauté. Mmh. Du coup, ça rejoint un peu ma prochaine question qui est: est-ce que tu penses que tous les parents qui rejoignent les APE viennent parce que d'une certaine manière, ils ont vécu soit une injustice, soit un non-accompagnement? Alors, oui, je pense que oui, en tout cas, en l'état de tout ce que j'ai côtoyé, ils ont tous la petite blessure, comme vous allez dire. Alors, ça peut être aussi une blessure personnelle, hein, Mmh. qui n'est pas, leurs enfants peuvent avoir une scolarité normale, mais ils ont eu un parcours scolaire, complexe, et essayent de veiller au grain pour leurs enfants. Au départ, on vient tous pour nos enfants, et à la fin, on reste tous pour nous parce que on se retrouve entre nous, et ça crée Une famille? oui, oui, ça crée une famille. Et on partage nos petits tracas, voilà. Ouais. Voilà. Ouais, enfin, moi, je trouve ça génial parce que je pense que ça nous permet de nous sentir moins seuls. Et aussi peut-être de partager des choses et d'autres peuvent nous outiller, enfin nous amener à réfléchir d'une certaine manière que eux, enfin, de la même manière qu'eux peut-être ont réfléchi à ce moment-là, sans pour autant donner des conseils, mais des pistes de réflexion, des solutions. Et est-ce que selon toi, pour eux s'engager dans ce genre d'APE, c'est comme, réparer quelque chose ou une transmission? C'est En tout cas, ils viennent tous avec le souhait de réparer, le souhait d'améliorer. Ils viennent tous. Alors encore, maintenant, il faut que l'équipe soit dynamique. Mmh. Il faut que les gens soient engagés. Et en tout cas, nous, dans les 2 APE
où j'ai où j'ai où j'ai été présent. J'ai la chance d'avoir des équipes, assez dynamiques. Et le cadre a été constamment amélioré, ça s'est même extériorisé. On a eu des groupes de parents qui sont créés pour des causes bien spécifiques. On a du caritatif, on a pour ce qu'on appelle les enfants. Alors je sais que le terme n'est plus, j'ai plus spécialiste que moi pour ça, pour la terminologie des spécialités. Le terme 10. Voilà. Enfin, ça sent le BEP, quoi, Les genre, enfants, voilà, mais bon, nous, on a eu deux groupes de parents, dont un qui, ça a tellement fait de bébés on a un qui a, genre, qui a démarré ici dans la PE et qui est aujourd'hui au Sénégal, et un deuxième qui a pris la relève, donc on a des groupes de parents spécialisés pour les enfants 10, mmh, qui font des communications, qui font des activités, et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on est pionnier, on a organisé même on a 2 journées nationales des 10 et là, bientôt la troisième. Donc, on est assez fiers de ce bilan. ouais. Ouais, bah, je ressens et je le vois là, la fierté et c'est tout à fait compréhensible parce que, du coup, ça change quand même plein de Mmh. choses pour beaucoup de familles, pour beaucoup d'enfants et ça leur permet peut-être d'éviter une certaine forme de souffrance qui n'est pas nécessaire. Donc Ouais. heu Donc voilà et j'aimerais bien revenir parce que tu as parlé tout à l'heure d'ébauche de diagnostic et tout. Comment ça s'est passé, avec, je sais pas, les spécialistes de l'époque? C'était difficile de trouver les spécialistes, de faire les prises en charge? Ouais. Oui, tout est difficile. Le parcours en tout cas, bon là on essaye de le faire changer, mais le parcours du parent, et de l'enfant, il y a 10 ans, enfin de disons, enfin, allez entre, pendant 7 ans à peu près. En année on doit être en 2011, 11 et on finit en on finit en 2019 on va dire, Mmh. grosso modo, hein. Et donc, j'ai côtoyé, beaucoup de spécialistes. Ouais. Et effectivement, ça ne rend pas spécialement honneur à la profession. On va dire l'essentiel, hein, n'a pas n'a pas proposé de solution d'amélioration et quand on demande, des perspectives d'évolution, généralement, on a l'impression de l'enquiquiner, qu'il est là quand on est trop curieux, il faut forcer. Il se met en position de retrait et dit que ses objectifs à lui sont atteints. Donc, qui explique donc du coup, j'ai dû en faire une trentaine, hein, de spécialistes. Et ce qui explique ce parcours, qui pour moi est quand même assez long. Voilà, assez long et assez indigeste. Ouais. Enfin, j'entends ce que tu dis et puis je l'ai déjà entendu de certains parents. C'est vrai que quand on se retrouve, déjà, devant, le fait que, OK, il y a quelque chose qui va pas. Il faut que j'aille consulter et là, on se retrouve devant: «OK, vers qui je vais?» déjà. Là, ça, c'est la première question. Qu'est-ce que je dois faire? Et on apprend pas mal de choses, du Mmh. coup, des termes qu'on savait pas et des professions qu'on savait pas qui existaient et on voit qu'à un moment donné, il y a une fatigue qui vient. Et j'ai essayé de souvent comprendre ça et c'est aussi ce qui m'a motivée, moi, dans mon parcours aussi à ouvrir un centre paramédical pluridisciplinaire pour que justement ce parent n'ait pas à aller dans tous les sens, en fait, pour savoir vers qui aller. Et au-delà de ça, j'insiste beaucoup sur un point qui est, la clarification des attentes, la clarification des objectifs. Parce que justement, pour un parent, très souvent, pas tous, encore une fois, je peux pas faire de généralité, mais qui va voir un spécialiste, il va se dire: OK, c'est bon. Je Il fait ses séances, c'est bon, normalement, il y a la solution qui est au bout, c'est fini, tout est réglé. Sauf que non. Déjà, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'une séance, ça dure 45 minutes, 1 heure, des fois. Au-delà de ça, ça peut être 1 à 2 fois par semaine et qu'il y a un gros travail qui est censé se faire à la maison et que les parents, c'est important qu'ils posent des questions, qu'ils comprennent, qu'ils soient impliqués. Et moi, j'ai fait vraiment l'expérience de ça, de parents qui étaient très réguliers aux séances, de parents qui, voilà, qui posaient des questions, qui étaient investis, qui faisaient, qui reproduisaient certaines choses à la maison pour améliorer. Et on voit la différence et on a aussi d'autres parents, qui vont déposer l'enfant, qui vont pas s'intéresser à ce qu'on fait, qui vont pas faire les exercices à la maison. Pas que c'est bien ou mal, sûrement qu'ils ont plein d'autres choses, sauf que quand on va faire une prise en charge, il faut être prêt et les résultats,
Ils sont là. Moi, j'ai tellement d'histoires à raconter d'enfants où les parents pensaient qu'il y avait pas d'avenir et quand tu reçois le message d'un parent qui lui dit qu'il a eu son brevet, qu'il est arrivé là, qu'il a fait ça et tu vois aussi le gamin heureux parce que je me dis que l'enfant, il sent aussi l'inquiétude chez ses parents. Donc moi, je pense que on a ce gros souci de clarifier les attentes. Qu'est-ce que le parent attend de cette prise en charge? Où on va aller? Un spécialiste ne peut pas vous dire: «Ah, après 3 séances, il va parler». C'est pas possible. Parce que il y a toujours comment la personne va réagir, mais au moins des objectifs à court terme, moyen terme, long terme, sans promesse non plus, parce que on a c'est pas, on va dire, c'est pas une potion magique. Et moi, j'aimerais bien, enfin, de ton expérience à toi, comment dans tout ce parcours peut-être éviter, enfin, la frustration que ça peut engendrer par rapport au fait où on ne sait pas où on va, et voilà, comment éviter ou bien qu'est-ce que tu aimerais dire peut-être aux professionnels, dans ce domaine-là, de ton expérience? Encore une fois, la communication. La communication, toujours. Expliquer aux parents, enfin expliquer aux parents qu'est-ce qu'il peut faire et qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui n'est pas possible. Mmh mh. De dire aux parents, donner un chronogramme hypothétique, Mmh. pour expliquer, voilà, les perspectives d'évolution, d'amélioration. C'est important. Ouais. Voilà et quand un parent, tu l'as dit toi-même, tu aimes bien que les parents s'impliquent. Mais quand les parents s'impliquent ou posent des questions, ce n'est pas une attaque aussi. Il faut que certains comprennent que c'est pas une remise en question de leurs compétences. On est face aussi à des gens qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Et Mmh. que aussi en Côte d'Ivoire, particulièrement parce qu'en France, il y a un système de prise en charge, et cetera, et surtout de disponibilité des spécialistes. Ici, on est confronté à plusieurs problématiques. La problématique de temps, parce qu'il y a des embouteillages, c'est compliqué, la logistique et aussi financier. Ouais. C'est une charge qui pèse sur les familles qui peut être très lourde. Oui. Oui, je pense que dans tous les cas, il faut ce côté de conscience professionnelle à la fin de la journée, dans tout métier d'ailleurs. Et en plus de ça, alors moi, il y a un truc, c'est que je dis souvent on peut poser un diagnostic, mais le pronostic, c'est un peu à la personne de le mettre. Et j'y tiens parce que j'ai vu des choses parfois exceptionnelles qui se sont passées au fur et à mesure des séances, où c'est des choses que j'aurais pu dire à la mère qu'il pourrait pas peut-être faire ça, mais je trouve que je suis qui aussi pour dire ça? Après, oui, parce que je sais que ça peut t'étonner ce que je suis en train de dire, mais quand je dis que je suis qui, c'est que des fois, des enfants débloquent, ils débloquent un truc, il se passe quelque chose et ils y arrivent. Après, on évite de le dire aussi aux parents parce qu'on ne veut pas donner d'espoir. Mais moi, je leur dis toujours une phrase, c'est celle que je dis. On peut poser des diagnostics, mais le pronostic, ce sera la personne de le dire. Après, oui, dire que la personne aura toujours ce trouble du neurodéveloppement, ça c'est le cas. Tu as, une dyspraxie, toute ta vie tu seras dyspraxique, mais avec les stratégies qu'on t'aura permis de développer en t'accompagnant, ça sera plus facile. En gros, c'est un petit peu ça. Donc, alors pour avancer un petit peu plus pour, se pencher par rapport à Lucas et à toi d'ailleurs, Mmh. qu'est-ce que tu as appris sur toi, dans ce parcours avec ton fils? Que j'étais, ce que j'ai appris sur moi, que j'étais patient et diplomate. Mmh. C'est-à-dire? C'est-à-dire non, il faut être patient parce qu'effectivement, c'est épuisant, c'est éprouvant. C'est Mmh. éprouvant, on a tout comme je te l'ai dit, on a tout un tas de spécialistes, des dizaines, Mmh. qui et le résultat ou du moins les perspectives d'amélioration, on ne les voit pas, on ne les sent pas. Mmh. On Les bilans peuvent se contredire, on a tout un tas de problématiques, qui se lient et il faut ajouter à cela la tension financière qui peut être des fois lourde. C'est éprouvant. Honnêtement, c'est éprouvant et tous les parents, qui sont passés par là diront la même chose. C'est épuisant. Ouais. Mais alors, parce que, du coup, c'est une autre question, mais est-ce que pour toi, ça ne fonctionne pas? Non, alors je ne dirais pas que ça ne fonctionne pas. Mmh. Je dirais peut-être qu'il faut réglementer. Peut-être, Mmh. plus de réglementation, plus de contrôle aussi, Mmh. hem, pour ces professionnels-là et
pour, pour éviter enfin, en tout cas, qu'on soit certain de la qualification. Parce qu'effectivement, entre 2 professionnels, on peut je comprends qu'il y ait des gens hyper talentueux, mais on voit des différences d'évolution en fonction du professionnel qui sont significatives. Mmh. On devrait avoir des écarts d'évolution, enfin, en fonction, parce que chaque enfant a, on va dire, aura des affinités avec un professionnel plus qu'un autre. Mais je constate, et c'est un constat qui est relativement partagé, qu'on a des professionnels qui sont beaucoup plus, entre guillemets, efficaces que d'autres. Après, je pense que c'est partout comme ça. Je pense que c'est dans tous les domaines. Après, c'est vrai que quand ça va toucher l'enfant et avec tout ce que tu ajoutes à côté, c'est vrai que c'est pas évident et j'entends ce que tu dis et je peux le comprendre. Après, encore une fois, moi, je conseille toujours aux parents de prendre le temps de parler avec le professionnel, d'échanger et de se connecter aussi à son intuition, de voilà, de poser des questions et je trouve que c'est important que chacun, dans cette histoire-là, puisse, bah, prendre ses responsabilités parce que souvent, on va mettre aux spécialistes énormément d'attentes parce qu'on paye. Sauf que lui aussi, c'est quelqu'un, bah, du coup, qui donne son temps, qui va mettre, aussi toute son attention et sûrement qu'il y a, certaines personnes qui ne sont pas, forcément enfin, qui ne sont peut-être pas suffisamment formées ou adaptées. Je sais qu'ici, des fois, on a vu, pas mal de spécialistes, de mes collègues aussi, on a pu voir des bilans qui sont signés par des personnes qui ne sont même pas diplômées. Et c'est un gros porte-à-faux pour nous parce Mmh. que du coup, on a fait ces études-là et il y a une généralisation, en disant, je sais pas, la psychomotricité ça marche pas, l'orthophonie ça marche pas, alors qu'on peut avoir des milliards de retours d'expérience de parents pour qui ça a changé la vie. Donc je pense que dans ce cas, comme dans plein de choses, faut faire attention aux généralités et c'est un parcours qui est difficile et vraiment, déjà être parent, pour moi, ça mérite, voilà, une médaille en or parce que c'est un grand parcours et de surcroît, quand on a un enfant qui va avoir des besoins éducatifs, particuliers. Donc je peux comprendre encore tout ça. Mais je pense qu'il y a des solutions, comme tu l'as dit, comme on l'a dit à plusieurs reprises, la communication. Donc voilà, je ne sais pas si on arrive à se rejoindre, Oui. dans ça et est-ce qu'il y a eu des moments, forts de fierté, de transformation? J Oui, bien évidemment, bien évidemment, en fait, à partir du moment où il y a eu le changement d'établissement, bon, j'ai continué la prise en charge pour corriger la dysgraphie, la dyspraxie et enf c'est là qu'on a fait toute la formation de spécialiste, mais moment de fierté, oui, déjà le primaire réussi. Mmh Faut mh. avouer que déjà ça, c'est bien. Le brevet avec mention, c'est une grosse fierté. L'admission en cycle bachelor direct sur compétences avec, réussite d'une prépa, enfin, ou un genre de mini prépa. C'est c'était oui, c'est un ensemble de fierté. Ouais, Oui. ouais. Déjà félicitations à toi, Elles félicitations à sont à lui Lucas. surtout, hein, oui. Ouais, j'y venais et enfin pour conclure, si tu devais revenir à toi de cette époque-là, il y a quelques années, qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Ben, ce que j'ai déjà dit, patience. Ouais. Ça patience, ça va aller, comme on dit en Côte d'Ivoire. Et ça a été, voilà, honnêtement, ça a été. C'est clair que c'est lourd, c'est long, mais in fine, on est content. Bon, je sais que j'ai dit pour conclure, hein, mais il y a forcément quelque chose si tu devais dire, aujourd'hui, quelque Mmh. chose à Lucas, ce serait quoi? Heu, ben, je sais que ça a pas été toujours facile, mais je suis fier de toi et je sais qu'on a encore plein de belles choses qui vont arriver, donc ça va être top. Merci beaucoup, Ouais. merci pour ton authenticité, pour ton honnêteté et merci aussi pour tout ce que tu fais, au niveau associatif pour, les parents et moi, j'ai pu voir, moi, je ne savais pas trop ce que c'était quand on s'est rencontrés, quand j'ai découvert l'APE. Je trouve que c'est incroyable ce que vous mettez en place. Donc franchement, tous les parents, heu, avec des enfants avec, des besoins éducatifs particuliers ou pas, n'hésitez pas à rejoindre ce genre d'APE. Vous trouverez des ressources, vous trouverez, une famille et vous serez encore plus impliqués dans l'accompagnement, de vos enfants
Donc voilà, merci beaucoup, Merci à toi. encore une fois et si cet épisode vous a touché, vous vous êtes, sentis, voilà, dans le personnage ou voilà, que ça vous a fait penser à quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez aussi nous suivre, sur, YouTube et découvrir certains extraits sur nos différentes plateformes comme Instagram, Facebook et TikTok. Et n'oubliez pas, comprendre, c'est déjà commencer à guérir. À très bientôt pour un prochain épisode.